Et donc on prévoira un temps donc à la fin donc une vingtaine de minutes. On a prévu à peu près 20 minutes de temps de discussion avec vous, et en fonction des questions également qui remonteront via l'outil que vous pouvez scanner avec le QR code. Voilà, donc je vais d'abord tout de suite passer la parole aux 4 intervenants, juste pour qu'ils se présentent. Je vais me permettre de faire une courte introduction en une seule diapo, mais c'est juste pour donner quelques éléments de définition du mot innovation, parce que c'est un mot un peu trop galvaudé, sur lequel on met un peu tout et n'importe quoi des fois derrière, et voilà, donc le mettre un petit peu en perspective. Il ne s'agit pas de faire un cours, mais évidemment c'est juste de donner quelques points de repère très rapidement. Et ensuite, donc, on a structuré la table ronde en 4 questions. On s'est mis d'accord sur 4 questions qui nous paraissaient intéressantes par rapport au sujet, sur laquelle donc chaque intervenant va à tour de rôle donner un point de vue lié à son profil et à son expérience et au projet qu'il ou elle porte. Voilà, donc pour commencer, donc on va commencer par ce tour de table, et puis ensuite je ferai la toute petite introduction notionnelle, on va dire, sur le terme innovation. Donc Marion. Fonctionne, oui. Bonjour, Marion Barthes. Donc, je suis ingénieure technico-pédagogique dans la cellule d'appui pédagogique de l'Institut Agro-Dijon. Oui, il y a un petit... Bonjour, donc Alexandra Oberlé, je suis coordinatrice générale du projet Écrit Plus. Donc Émile Carry, enseignant-chercheur à l'Université de Franche-Comté. J'ai participé à la création de l'Open Lab du Learning Center Claude Oitana à l'UFC. Bonjour, Frédéric Bouquet, je suis enseignant-chercheur en physique à l'Université Paris-Saclay et à l'Institut Villemont-Georges Charpak, côté de Paris. Et merci beaucoup de l'invitation. Merci pour cette présentation. Voilà, donc juste une petite diapo rapide, je vous rassure, je ne vais pas faire un cours, mais c'était juste pour donner quelques éléments de définition, pour pointer un petit peu. Alors, c'est pas très original, j'ai pris Françoise Cros et Elisabeth Fichet, qui sont, Françoise Cros en tout cas est très souvent citée comme étant la référence pour les questions de définition de l'innovation, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle l'a redéfinie par rapport à la littérature, et notamment par 300 définitions qu'elle a collectées et qu'elle a donc concaténées. Donc dans les éléments importants qui sont, quand on parle d'innovation, qu'est-ce que c'est? Alors il y a évidemment cette dimension de nouveauté, c'est un point important. Donc qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui ne l'est pas? Mais sachant que la nouveauté est un élément quand même relatif, puisque selon les contextes, quelque chose qui est innovant dans un contexte ne le sera pas dans le contexte d'à côté ou dans le pays d'à côté. Donc il y a toujours c'est quand même une nouveauté en regard d'où on parle. Le fait qu'on est dans quelque chose de très applicatif, donc voilà, c'est pas simplement une idée, c'est quelque chose qui s'est concrétisé d'une façon ou d'une autre. La dimension de l'intention, donc la dynamique de l'intention, qui va notamment se traduire dans des dynamiques collectives. On aura un point notamment dans la table ronde sur la question de la mise à l'échelle. C'est une des questions sur lesquelles il y aura des propositions de témoignages des 4 intervenants. Et enfin, la question du processus, qui revient souvent dans les définitions. On parle de processus, de quelque chose qui se fait par étapes, voilà, qui passe par un certain nombre d'étapes clés. Autre point important, là, que j'ai été prendre toujours chez Françoise Cros, mais c'est pareil, ça remet un petit peu aussi les points... ça repositionne un petit peu la façon dont l'innovation émerge en formation et en éducation et en formation. Donc c'est que voilà, il n'y a pas de loi, voilà, on ne peut pas définir une innovation qui va marcher à tous les coups, ça n'existe pas. En fait, il y a tellement d'éléments qui sont notamment liés au fait que les acteurs ne sont jamais passifs, qui fait que voilà, quelque chose qui va fonctionner dans un contexte où avec certaines équipes ne va pas forcément être reproductible à l'identique ailleurs. Donc voilà, les personnes sont dotées d'intention. Bon, on a une autonomie, les enseignants sont très attachés à leur autonomie pédagogique, donc forcément, et leur liberté pédagogique. Donc forcément, c'est des processus qui sont relativement complexes de ce point de vue-là. On ne peut pas non plus décréter l'innovation, donc voilà, il n'y a pas d'imposition par le haut. C'est pas parce que le ministère lance notamment des appels à projets orientés sur l'innovation, et on le fait beaucoup, bien sûr. C'est un mot qui revient beaucoup dans les politiques publiques. C'est pas pour autant que voilà, ça va forcément infuser immédiatement dans le système et dans les établissements. Et enfin, donc l'innovation peut émerger de n'importe lequel d'entre nous. Donc ça veut dire que là aussi, la création de la nouveauté se fait à partir de chacun d'entre nous, mais avec des rapports de force, qui sont notamment entre le fait d'être en minorité ou en majorité selon les cas, et d'arriver, si possible, à embarquer évidemment d'autres collègues.
Et enfin, donc pour terminer, donc là par contre je cite Elisabeth Fichet, donc sur le fait qu'on est dans un processus dynamique, hein, je l'ai déjà dit juste avant, l'importance de l'appropriation collective, c'est-à-dire qu'on parle davantage d'innovation quand il y a quand même un effet de groupe, hein, c'est-à-dire que l'innovation ne peut pas être juste une personne toute seule dans son cours qui va faire quelque chose de nouveau mais qui n'arrive pas à embarquer un groupe plus important. Et une expression que je trouvais assez sympathique, en tout cas dans sa formulation, celle de la destruction créatrice, qui peut paraître antinomique. Mais en fait, l'idée que voilà, l'innovation passe par de la destruction de quelque chose, mais pour reconstruire quelque chose. Donc on est vraiment dans un phénomène qui va forcément créer des ruptures, mais pour recréer quelque chose de nouveau, et donc être créatif derrière. Voilà, donc c'était simplement donner ces petits éléments pour démarrer, donc avant qu'on commence donc par le vif du sujet. Voilà, donc on s'est mis d'accord, comme j'ai dit tout à l'heure, sur 4 questions clés. Donc je vais les donner au fur et à mesure, hein, je ne vais pas toutes les donner d'emblée pour garder un petit peu de dynamique dans l'animation. Donc le premier, c'était la question des moteurs de l'innovation. Enfin, quels sont les moteurs de l'innovation? Pourquoi innover? Pour qui? Et pourquoi? Avec un espace entre le pour et le quoi. Et donc Marion va déjà commencer à nous parler justement, en réaction notamment à la définition de Françoise Cros, hein, Françoise disait que le changement ne peut pas découler d'une imposition extérieure. Alors certes, mais pour innover, il y a des forces qui peuvent pousser à innover. On l'a vu dans la période Covid, par exemple, une sorte d'innovation forcée par les circonstances extérieures. Vous allez me dire, c'est peut-être un cas un peu particulier. Mais on a de l'innovation qui est poussée aussi, qui est poussée par les étudiants, qui est poussée par la société, parce qu'il faut une adaptation au changement des étudiants, de la société. Il faut que les enseignants ou l'enseignement s'adaptent à ces changements. Une innovation qui peut être encouragée aussi, encouragée par les ingénieurs pédagogiques, par exemple, qui sont force de proposition, qui amènent des réflexions auprès des enseignants. Et puis, bon, l'innovation, évidemment, elle est aussi volontaire pour les enseignants qui sont curieux, qui réfléchissent à la façon dont ils amènent les étudiants à développer leurs compétences et qui souhaitent améliorer les choses. Voilà, et pour terminer, je vois 2 raisons, en fait, à l'innovation, en pédagogie du moins, pour les étudiants, parce que les enseignants veulent aider les étudiants à développer leurs propres compétences, et puis pour les enseignants, parce que parfois ils cherchent aussi à se simplifier la vie, à se faciliter le travail, et donc cherchent à utiliser des innovations dans ces 2 buts-là. Alors les innovations pédagogiques, c'est rarement parce que les enseignants sont dociles et très gentiment acceptent de suivre les préconisations ou les injonctions des institutions. Et quand l'innovation est poussée par ces injonctions ou est demandée par ces injonctions institutionnelles, on voit très bien qu'en fait, d'abord, il faut commencer par convaincre les enseignants que c'est pour le bien des étudiants ou leur propre bien à eux, mais plus souvent pour le bien des étudiants, pour qu'ils développent mieux les compétences. Voilà, donc c'est un peu le message que je voulais vous transmettre sur l'innovation, les forces qui poussent à innover, telles qu'on peut les observer de notre spectre. Merci Marion. Alors Émile, sur la dimension notamment du plaisir et également sur celle des accidents qui peuvent être, des accidents qui peuvent être liés aussi à l'innovation par accident. Oui, donc il y avait deux points que je voulais aborder avec vous. Donc Marion l'a dit, il faut trouver une motivation aussi pour à la fois pour les étudiants et puis pour les enseignants-chercheurs. Et une des motivations qu'on retrouve chez les enseignants-chercheurs, c'est le plaisir. C'est-à-dire qu'il faut je pense que ce qui va motiver, par exemple dans Rythme, mais dans tous les autres cas d'innovation, ça va être d'agglomérer une petite équipe d'enseignants-chercheurs qui vont avoir du plaisir
à travailler ensemble, à justement interagir et créer avec les étudiants et pouvoir ainsi avoir une motivation sur la création et l'innovation, quel que soit le type de dispositif mis en place. Alors, on verra peut-être un peu plus tard, mais cet aspect plaisir, il peut avoir des difficultés à être maintenu lorsqu'on va passer à l'échelle et être obligé de constituer des équipes pédagogiques beaucoup plus importantes qui, chacun va avoir des motivations différentes et il va falloir essayer de maintenir cet aspect-là pour pouvoir maintenir la cohésion de l'équipe. Un autre point que je voulais aborder également, et Marion l'a dit aussi sur la période que nous avons traversée, mais c'est qu'un exemple parmi d'autres, c'est l'accident. Au niveau de l'innovation pédagogique, je pense que depuis les nombreuses années de début de rythme, il y a déjà eu quelques accidents et qui ont permis de créer des nouvelles choses. Alors, moi, je viens avec un exemple très concret qui était le projet GoLab, qui était un projet d'Open Lab, d'évaluation de la participation des étudiants dans la gestion, le mentorat et le fonctionnement d'Open Lab. Donc, c'est un projet qui a été financé fin 2018 avec des contrats étudiants, du mentorat par les doctorants. Enfin, il y a tout un système mis en place et donc qui devait démarrer tout début 2019. Donc, mars 2019. Coup de frein. Pendant quelques mois, on n'a pas trop su ce qu'on allait en faire. Et puis, retour à la vie un peu plus normale. Et puis, la question a été, est-ce qu'on arrête, ou est-ce qu'on change complètement de voie? Alors, après une discussion avec les quelques collègues qui étaient impliqués, on a décidé de complètement changer la trajectoire du projet. On a fait et puis, je pense que ça répondait à un besoin d'avoir quelque chose qui aérait un peu l'ambiance et le ressenti des étudiants. Et on est parti sur un projet artistique où on a embarqué une photographe, Sarah Ritter, et puis un graphiste, Guillaume Bertrand. On les a mis dans une salle avec des étudiants, alors physique, mécanique, électronique, principalement en licence. Et ils ont commencé à discuter. On leur a mis des lasers, des lentilles, des caméras obscura, donc des petites boîtes avec un trou, des capteurs optiques, et puis débrouillez-vous. Ils ont généré des images le plus souvent possible abstraites, et après, ils ont choisi, ils sont allés voir des graphistes, et ils ont réalisé des affiches et un fascicule aussi. Donc, quand je dis réaliser, c'est la totalité. Ils ont imprimé eux-mêmes, donc par des méthodes de sérigraphie, donc à la main, toutes les affiches, tous les fascicules. Ils les ont reliés, ils ont écrit un petit texte, et c'était leur objet. Et c'était assez intéressant de voir comment ils se sont complètement appropriés et comment ils ont complètement dépassé l'objet qui leur était proposé. Donc, ils ont créé des choses uniques, physiques, associant leur thématique. Et, ils ont pu en faire quelque chose d'accidentel, mais qui a pu reprendre du sens pour eux et repartir sur d'autres bases. Donc, d'un projet très bien organisé sur la partie intervention des étudiants dans un cadre bien précis, on est parti sur quelque chose de complètement libre. Et je pense que à la fois le plaisir et l'accidentel peut être quelque chose d'important comme moteur de nos activités d'innovation pédagogique. Voilà. Merci. Merci Émile. Donc là, on a déjà des illustrations de ces lois d'émergence qui partent notamment parfois des acteurs sans que ce soit forcément prévu à l'avance. Donc deux petites réactions de Frédéric et Alexandra. Donc alors Frédéric, c'était sur cette notion de plaisir notamment sur laquelle tu souhaitais aussi rebondir un petit peu. Oui, comme moteur. En gros, pour dire que je me reconnais tout à fait dans ce que vient de dire Émile sur l'importance du plaisir en tant qu'enseignant-chercheur pour se lancer dans ce genre de choses. Je suis assez égoïste en fait, et je le fais pour les étudiants évidemment, mais il faut que ça me plaise parce que sinon
Je me reconnais aussi sur la difficulté parfois à motiver une équipe à travailler avec soi sur des projets qui peuvent être parfois acrobatiques. Je rajouterais peut-être aussi la notion de liberté. En tant qu'enseignant-chercheur dans ce supérieur, on a une grande liberté. Et c'est chouette de pouvoir s'en saisir pour essayer de modifier des trucs qui ne nous plaisent pas dans l'enseignement, ce que n'ont pas forcément tous nos collègues. Et donc, c'est chouette, profitons-en. Un point qui émergeait aussi dans la discussion, c'était sur assez particulier sur la dimension de l'innovation dans l'évaluation, parce que on parle beaucoup d'évaluation qui change, notamment avec l'approche par compétences en particulier. Et donc là, quelque chose qui vient du projet Écrit Plus et qui est lié au fait d'évaluer, mais sans noter. Et qui fait débat au sein du projet Écrit Plus, enfin au sein du collectif Écrit Plus, puisque c'est un collectif réparti sur un grand nombre d'universités sur tout le territoire français, pas seulement dans l'Hexagone, Outre-mer aussi. Un sujet qui fait débat, c'est que ce dispositif, à l'instar de PIX, puisque s'appuyant sur la plateforme PIX et sur ses algorithmes, n'est pas un dispositif destiné à noter, en fait. Écrit Plus ne produit pas de notes. Écrit Plus vous permet d'évaluer les compétences en français écrit des étudiants de l'enseignement supérieur, mais ne donne pas de notes. Et ça fait vraiment débat. Et je pense que le débat n'est pas clos encore et très loin de là. Et on a été, lors de l'une de nos dernières plénières, on a été alimenté dans cette réflexion-là par une très intéressante conférence de Yann Mercier-Brunel, qui est maintenant à l'Université Aix-Marseille et que je vous invite à aller lire, qui a vraiment des idées et une réflexion très intéressante sur la question de l'évaluation. Merci. Bien, merci pour ce premier, pour le premier tour de table sur la question des moteurs, alors c'est pas exhaustif, mais c'est évidemment des témoignages ici qui sont proposés. Alors ensuite, on a discuté sur une deuxième question qui nous paraissait intéressante, c'était d'entrer par les acteurs, de se dire qui innove finalement, quand on parle de est-ce qu'on peut encore innover, il faut déjà savoir de qui on parle. Et les échanges, on a assez vite convergé finalement sur la place des étudiants. C'est-à-dire de ne pas se positionner de la place des enseignants ni des personnels d'appui, mais vraiment de se mettre dans la posture de l'étudiant. Enfin, en tout cas, de voir l'étudiant, quelle place il peut prendre dans ces processus d'innovation. Donc la question étant étudiant acteur ou non de l'innovation. Donc je vais repasser du coup la parole à Alexandra toujours sur le dispositif Écrit Plus, qui a plusieurs éléments de réponse par rapport à cette place qu'ils donnent dans leur dispositif à l'étudiant. Oui, alors moi je ne vais jamais vous parler que d'Écrit Plus, vous l'aurez compris. Oui. C'est pas la peine de me demander autre chose, je ne saurais pas répondre. Donc dans le dispositif Écrit Plus, bien sûr non, si vous ne savez pas ce que c'est un dispositif d'évaluation, formation et certification des compétences rédactionnelles destiné aux étudiants de l'enseignement supérieur public français, dont le français est la langue maternelle. Même si on a des recherches sur les autres, sur le français langue seconde, le français langue étrangère notamment, mais à la base c'est un dispositif conçu pour les étudiants français dont le français est la langue maternelle. Donc les étudiants, là, sont nécessairement au cœur même du dispositif et des préoccupations dans ce contexte-là. Les transformations pédagogiques ont en effet pour but, dans le cadre d'Écrit Plus, d'améliorer les apprentissages de ces étudiants-là, mais également d'accompagner l'usage du dispositif auprès des enseignants qui vont s'en charger ou des ingénieurs pédagogiques qui vont s'en charger. Et dans ce sens-là, dans la mesure où tout le monde finalement est un petit peu coacteur, les ajustements du dispositif donnent lieu à des ajustements de la part des participants, de la part de tous ces coacteurs, et inversement, l'ajustement des coacteurs va bénéficier au dispositif qui lui-même va s'adapter aussi par un phénomène itératif permanent finalement. Les étudiants donc, sont également coacteurs d'une certaine manière un petit peu malgré eux. Alors pas malgré eux au sens où ils ne le savent pas, puisqu'ils sont bien sûr au courant de ce qu'ils nous donnent ou de ce qu'on leur prend, mais malgré eux parce qu'on ne leur demande pas de production supplémentaire. On va simplement, dans la conception des questions et des activités qui sont conçues et construites dans le cadre du projet du dispositif Écrit Plus, en fait, on récolte des erreurs dans les écrits d'étudiants, alors tout champ disciplinaire confondu, et quel que soit le support. Et ces erreurs-là constatées de façon empirique par les différents acteurs de terrain vont nous permettre en fait d'aller répondre aux problématiques que rencontrent réellement les étudiants. C'est-à-dire qu'on ne va pas leur inventer des problématiques et tenter d'y répondre, on va constater en quoi ils auraient besoin de développer leurs compétences et tenter d'y répondre. Et
il y a un second aspect sur lequel les étudiants sont finalement, quelque part, malgré eux, co-acteurs du projet. C'est parce que tous les ans, en fait, les enseignants qui sont acteurs du projet et qui participent à sa construction récoltent les méthodes que décrivent les étudiants pour se souvenir de telle ou telle règle et comment on l'utilise et partager leurs moyens mnémotechniques, etc. etc. Et tout ce matériau-là qu'on récolte va également contribuer à la construction du dispositif. Voilà. Merci Axodra. Donc, deuxième exemple de dispositif donc très différent, qui est dans le projet Rythme BFC, donc qui s'appelle l'Open Lab, dont a parlé un petit peu Émile juste rapidement en introduction. Donc là encore, qu'est-ce que c'est qu'un Open Lab et quelle est la place que les étudiants ont dans ce dispositif en particulier? Alors oui, le terme Open Lab est un terme qui est assez général. On a dans tous les établissements qui font partie de Rythme, il doit y avoir, enfin c'est un terme générique Open Lab où on va mélanger à la fois les intervenants, donc ça peut être, de notre côté, ça va être principalement le côté universitaire, mais ça peut être des entreprises, ça peut être des gens de la société civile, avec comme public principal public les étudiants, et ça peut prendre la forme. Alors on va avoir des sous-termes avec des Fab Labs où on va fabriquer, on va avoir des salles d'immersion, réalité virtuelle. Enfin, on va utiliser toutes ces nouvelles technologies avec les étudiants. Et là, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être des choses qui sont très cadrées, on va dire presque des projets ou des TP très cadrés. Dans la plupart des Open Labs, en fait, et en tout cas c'est ce qu'on fait à l'UFC, on va essayer de laisser un maximum de liberté aux étudiants pour qu'eux-mêmes soient, ils sont déjà acteurs sur les projets qu'on leur propose, mais qu'ils soient à l'origine d'un certain nombre de projets. À la fois pour avoir un regard qui est complètement différent sur les outils. On va dire qu'ils n'ont pas forcément la même censure sur ce qui est faisable et pas faisable avec les outils qui sont mis à disposition. Et on va pouvoir... moi, je laisse une très grande partie à presque de l'improvisation en fonction des groupes d'étudiants qui prennent en main les outils. Plus les étudiants prennent en main les outils, plus la créativité et puis le plaisir, on y revient, sera important, et on arrive à emmener les étudiants bien plus loin que ce qui était espéré. Voilà. Merci Émile. Donc, pareil Marion, est-ce que peut-être une réaction par rapport à ce qui vient d'être dit, alors notamment peut-être sur la place aussi des étudiants dans l'évaluation de l'innovation, enfin en tout cas de ces dispositifs, qui revient aussi souvent. Oui, exactement. Quand un enseignant fait une transformation pédagogique, il le fait pour l'étudiant, en partie au moins, et l'étudiant devient acteur de cette innovation au moment où la transformation pédagogique est évaluée par lui, il l'a vécu, et il fait un retour aux enseignants sur comment est-ce qu'il a vécu ce changement, dans une démarche un peu itérative pour que la fois d'après, l'enseignant prenne en compte les suggestions qu'il a éventuellement pu faire, les difficultés auxquelles l'étudiant a pu faire face à un moment donné, et qu'au cours du temps, à chaque année successive, s'améliore en fait la façon d'enseigner finalement. Et donc il est à la fois la cible de l'innovation, mais aussi acteur de cette innovation. Merci. Frédéric, je ne sais pas si tu souhaitais réagir aussi par rapport à cette place de l'étudiant. Non, effectivement, pour rebondir sur ce que vient de dire Marion, récupérer le feedback des étudiants est un point important dans n'importe quel enseignement, innovation, et c'est un point qu'il ne faut pas négliger. Pardon. Après, j'ai tendance à considérer que les objectifs du cours sont quand même définis et guidés par l'équipe enseignante, et que c'est comme ça qui va guider le chemin, au moins initialement. Après, je suis un peu vieux jeu des fois, excusez-moi.
Alors, troisième question donc, qu'on s'est posée, donc, sur laquelle on a échangé en amont, c'était la question du passage à l'échelle. Hein, on en parlait, je le disais dans l'introduction, les définitions, il y avait cette dimension d'appropriation collective, hein, que l'innovation ne peut pas se faire uniquement à une échelle individuelle, mais qui à un moment donné se passe la question du passage à l'échelle, et qui est d'ailleurs un point qui, du point de vue, alors si je me mets avec la casquette des GCIP, évidemment, intéresse au plus haut point les politiques publiques. Et on en a parlé pour les projets NCU, hein, il y a cet enjeu évidemment que les projets arrivent à essaimer, et un des indicateurs de la réussite d'un projet, c'est aussi sa capacité à essaimer. Donc c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on demande souvent des comptes aux porteurs de projets pour qu'ils disent en quoi leurs indicateurs, qu'ils soient quanti ou quali, justifient justement, prouvent en tout cas qu'il y a un passage à l'échelle et que c'est pas simplement quelque chose qui s'est passé à l'échelle d'une équipe pédagogique ou d'un établissement, mais que voilà, on a la possibilité d'aller plus loin. Donc là, on va donc un autre témoignage de nouveau de Marion, mais sur un autre levier d'appel à projet qui sont les démonstrateurs du numérique dans l'enseignement supérieur, les DEMOES. Donc ces 17 lauréats qu'on a d'ailleurs réunis pas plus tard que mardi dernier à Paris, puisqu'on essaie de les faire travailler en mode interprojet, hein, comme le font les NCU aussi, hein, mais on essaie voilà, de décloisonner les 17 projets pour faire en sorte qu'ils travaillent sur des thématiques communes. Et donc là, sur le projet Hercule 4.0, donc qui est porté par l'Institut Agro-Dijon, voilà, comment ce passage à l'échelle est pris en compte, voilà, sur quoi il s'appuie. Bien. J'essaye. Oui, donc délicat ce passage à l'échelle entre une petite zone d'expérimentation et généraliser une expérimentation, déployer une innovation. Dans le cadre effectivement du projet Hercule 4.0, un projet DEMOES qui est porté par l'Institut Agro-Dijon, un des travaux s'intéresse aux étapes de l'innovation pédagogique. Comment est-ce qu'on passe de la préoccupation de l'enseignant, de la préoccupation au déploiement d'une solution. Et notamment, on s'est intéressé aux éléments facilitateurs de ce déploiement, qui sont en particulier d'arriver à mobiliser différents services. Ce sont les services informatiques, les services de la vie étudiante, c'est le patrimoine, c'est évidemment les cellules d'appui pédagogique si elles existent dans l'établissement, et coordonner ces différents services aussi pour que l'expérimentation ne se fasse pas dans un petit coin, mais soit connue et puisse être diffusée plus facilement ensuite, déjà dans l'établissement, mais peut-être éventuellement en dehors. Et puis, c'est également... un autre élément facilitateur, c'est le soutien de la direction des établissements, qui peut prendre différentes formes, dont la constitution justement de services d'appui pédagogique pour soutenir l'innovation, mais c'est aussi la reconnaissance de l'implication des enseignants-chercheurs qui innovent. Et puis, dernier élément facilitateur, ce sont les appels à projets qui permettent de financer des innovations ou de financer le déploiement de ces innovations à l'échelle d'un établissement. Donc c'est un peu tout ça qui est étudié par un des travaux du projet Hercule. Ces éléments-là sont importants pour pouvoir passer d'une innovation dans un cas particulier, d'une salle de classe, un enseignant, à quelque chose d'un petit peu plus général. On reviendra éventuellement sur la question de la transférabilité un peu plus tard. Autre point qui me semble important, alors là je sors du projet Hercule, autre point qui me semble important pour déployer des innovations, c'est d'en parler. C'est d'en parler et c'est que les enseignants qui innovent arrivent à montrer ce qu'ils font à leurs collègues. Et ces retours d'expérience qui peuvent être spontanés autour d'un café ou qui peuvent être suggérés aussi ou organisés parfois dans les établissements. Ça, c'est une force importante, il me semble, pour que les autres enseignants sachent que, c'est possible, on peut le faire,
qu'on peut adapter et qu'on peut trouver justement un appui auprès de ses pairs pour discuter de comment tu as fait pour faire face à cette situation particulière, et raconte-moi et dis-moi, et on peut en discuter peut-être pour savoir comment moi je peux l'adapter chez moi et éventuellement trouver des points d'appui autres au sein de l'établissement. Merci Marion. Un autre exemple donc alors à une toute autre échelle, donc qui est je reviens sur un projet NCU du coup, donc puisqu'on a donc le projet CRIPUS, donc qui est représenté par Alexandra, donc il y a la particularité d'être je pense le plus gros consortium des NCU existants, puisqu'il regroupe plus de 20 établissements, je crois même plus maintenant. Le consortium 16. Oui, mais après, voilà, en prenant les partenaires associés, on dépasse largement le périmètre de départ, mais déjà 16 établissements, c'est déjà énorme en soi. Donc évidemment, cette question de passage à l'échelle, elle est centrale, surtout que c'est une plateforme qui a vraiment une visée nationale et s'appuie sur le dispositif PIX, notamment. Donc voilà, donc comment au niveau des CRIPUS se gère cette question du passage à l'échelle, et comment qu'est-ce qui a fait la réussite aussi de ce projet de ce point de vue-là? Oui, effectivement, donc tu viens de le dire, ECRIPLUS utilise l'architecture et l'ergonomie de la plateforme PIX, qui est donc la plateforme de certification des compétences numériques. Et à ce titre, ECRIPLUS, bien sûr, bénéficie de l'expérience de PIX, naturellement, c'est bien un des objectifs à travailler ensemble. Mais dans le passage à l'échelle, en fait, alors c'est vrai que c'est peut-être plus simple à mesurer pour ECRIPLUS parce que ça se compte en nombre d'utilisateurs croissants, bien sûr, aussi bien d'établissements utilisateurs que d'étudiants utilisateurs. Le fait que ce soit un gros collectif, donc comme tu l'as dit, réparti au total entre les membres du consortium et les partenaires associés, on arrive à 27 établissements qui œuvrent tous en fait à la fabrication de cette plateforme, enfin de ce dispositif, parce que ce n'est pas qu'une plateforme. Fait que on travaille avec un collectif qui a dépassé les 150 enseignants-chercheurs, ingénieurs pédagogiques répartis sur le territoire. Donc le fait que tous ces gens travaillent ensemble et s'inspirent les uns des autres fait que ça favorise le passage à l'échelle, là où aussi parfois ça peut le bloquer, puisque effectivement quand les gouvernances ne soutiennent pas le déploiement ne soutiennent pas ou n'en sont pas encore là à soutenir le déploiement du dispositif dans leurs établissements, parce que il arrive parfois que ça commence par un enseignant dans une composante et qui ensuite va faire tâche d'huile, mais quand il n'a pas encore fait tâche d'huile, c'est effectivement ce qui peut freiner le déploiement. Dans ce dispositif, le fait qu'on se rencontre régulièrement, qu'on ait des vraies relations humaines, ça c'est vraiment important. L'humain est réellement, et c'est pas un terme galvaudé, au centre du projet et du dispositif, fait que les petits bonheurs et les petits malheurs des uns des autres bénéficient en fait aux autres utilisateurs pour ensuite déployer chez eux. Enfin voilà, on ne tient pas compte que de ce qu'on fait de bien. On a aussi des accidents, comme ça a été dit plus tôt, qui nous permettent aussi de nous adapter, d'être agiles et de proposer d'autres choses. Le partage d'expérience et la mutualisation, je vais vous donner deux exemples très concrets, mènent des établissements qui constatent que dans un autre établissement partenaire, par exemple la création j'ai perdu le mot maintenant, d'un atelier d'écriture qui mobilise ECRIPLUS, le dispositif ECRIPLUS, mais pas seulement, ça fonctionne. Ça incite les étudiants à développer leurs compétences rédactionnelles parce que dans un atelier d'écriture, ils voient de façon très concrète leurs compétences s'améliorer et à quoi ça peut leur servir de façon concrète. Le fait que ça fonctionne dans un établissement, ça en amène d'autres à mettre en place le même dispositif. De la même manière, on a commencé avec l'Université Côte d'Azur, qui est pionnière en fait, qui fait partie du montage initial du projet et qui a été pionnière dans le développement des compétences des étudiants en master MEF jusqu'à leur certification, fait des émules également. C'est-à-dire qu'on a d'autres INSPE maintenant qui commencent à intégrer ECRIPLUS dans la formation des master MEF à destination notamment des enseignants de l'enseignement primaire, voire secondaire. Voilà, donc ça, c'est tout ça. En fait, tout ça contribue au passage à l'échelle finalement. Voilà. Merci Alexandra. Frédéric, alors rebondir aussi sur cette question de communauté de pratique, de partage entre pairs, là qu'évoquait Alexandra, parce que c'était un terme sur lequel tu souhaitais aussi rebondir.
Oui. Je peux dire que je suis... J'ai beaucoup qui ont été dit, notamment sur le fait que c'est très délicat de passer à l'échelle, qu'il faut parler de ce qu'on fait quand on essaye quelque chose. Et donc ces journées sont idéales pour ça, pour pouvoir se rencontrer et creuser. Et c'est vrai qu'après, une des façons de réussir à vraiment essaimer, c'est de réussir à construire une communauté de pratique autour d'une innovation. Donc, quand on construit son projet autour de ça, c'est chouette quand ça marche. Et après, sinon, l'autre solution, c'est d'y aller petit à petit, c'est de réussir à trouver des collègues qui sont intéressés et puis petit à petit réussir à créer une communauté autour d'une technique, d'une pratique ou ce que vous avez réussi à construire ou à tester ou à développer. Et puis, réussir à avoir une masse critique pour recevoir un soutien institutionnel et réussir après à asseoir et à partager cette fois-ci plus largement sa pratique et son innovation. Ça demande beaucoup d'énergie, parfois plus que de créer ou que de tester le truc, mais quand ça marche, ça vaut vraiment le coup. Merci. Et donc, pour terminer sur cette troisième question, donc là, un angle qu'on n'avait pas perçu tout de suite au départ, c'était celui de l'échelon technique, sur lequel Émile voulait insister, sur l'importance de la technique. Voilà, des fois, on met la technique de côté, mais parfois, c'est la technique qui peut être voilà, facilitante ou bloquante. Oui, c'est un aspect qui peut prendre énormément d'importance au passage à l'échelle. Là où on a un groupe d'étudiants, on est dans notre salle, on est avec notre matériel qu'on va pouvoir gérer. Passage à l'échelle veut dire forcément impliquer d'autres gens autour de nous, pas que des enseignants, ça peut être des services techniques, ça peut aller de l'informatique, ça peut être la partie immobilière, ça peut être plein de gens qui sont peut-être déjà un peu aux limites au niveau effectif ou qui peuvent... rencontrer ou auront d'autres problématiques et arriver comme ça avec la motivation, l'enthousiasme qu'on peut avoir et débarquer comme ça sans prendre soin un peu d'interagir avec les gens et puis de prendre connaissance et puis prendre connaissance de chacun, de la façon de fonctionner de chacun, peut être une limite au passage à l'échelle et c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte dans toutes nos activités d'innovation. Il y a forcément d'autres gens qui peuvent être impactés dans le bon sens comme dans le moins bon sens sur ces activités. Voilà. Donc, il y avait l'exemple d'une classe mobile. Oui, voilà. Par exemple. Typiquement, dans un Open Lab qui avait déjà été testé dans les laboratoires sur des échelles d'une salle, quelques ordinateurs. On passe à une échelle donc, portée par le NCU, donc, pour tous les étudiants de licence de l'Université de Franche-Comté, en tout cas ceux qui sont proches du campus de la Boulois. Et là, on passe avec une classe mobile, avec plein d'ordinateurs portables, avec des problèmes d'authentification, des problèmes de qui a le droit d'utiliser, quand, comment ça se passe, le Wi-Fi, les bornes qui ne sont pas au bon endroit. Et là, on vient submerger avec nos questions et nos problématiques. Par exemple, là, en l'occurrence, le pôle numérique du SCD, donc du service commun de documentation de l'université, qui n'a pas forcément l'habitude de se retrouver avec plein d'enseignants et plein d'étudiants avec un déploiement de matériel dans leurs locaux. Voilà pour l'exemple un peu plus concret sur ces activités, ces problématiques. Merci. Je ne sais pas si Alexandra souhaite écrire plus sur la dimension technique peut-être d'une plateforme nationale. Enfin, je pense que c'est aussi une question qui, à une autre échelle, se pose également sur les enjeux que ça représente. C'est sûr. C'est vrai que le soutien de l'État nous a permis de mettre l'accent encore plus pour répondre aux besoins techniques en fait de déploiement de la plateforme, parce que si on s'appuie sur Pix, on a malgré tout une équipe d'informaticiens qui s'occupe d'adapter le Pix aux besoins du français, pour dire les choses clairement.
et qui s'occupe également de créer les développements propres à Écrit Plus. Et parce qu'on a aussi des développements qui nous sont propres, qui d'ailleurs parfois font l'objet d'échanges avec Pix également, puisque du coup, même si on est plus petit pour l'instant, on a quand même aussi de bonnes idées que Pix partage. Et c'est vrai que sans le soutien de l'équipe technique, le projet n'existe pas. En fait, parce qu'on a vraiment besoin de ces compétences-là, à la fois pour développer tout ce qui est à développer, pour adapter tout ce qui est à adapter, pour assurer aussi la sécurité du dispositif, pour assurer le service après-vente, si je puis dire, une hotline, la maintenance. Et c'est vraiment absolument indispensable. Et c'est ce qui, en effet, peut être un frein au passage à l'échelle. Vraiment, parce qu'en cas d'accident... Merci. Voilà, donc on arrive à la dernière question qu'on souhaitait vous proposer. Donc c'était sur le lien avec la recherche, parce qu'évidemment, ne pas oublier, on parle beaucoup de pédagogie, mais évidemment, la recherche produit quand même un certain nombre de résultats aussi sur ces questions d'innovation. Bon, j'ai commencé par là, en donnant des définitions pour remettre un petit peu en perspective les mots parfois un peu trop galvaudés qu'il peut y avoir dans la pratique. Donc voilà, innover en s'appuyant sur la recherche, oui, non. Enfin, en quoi la recherche peut contribuer finalement à continuer à innover. Et donc là, on va commencer cette fois par Frédéric sur le lien formation-recherche, mais aussi sur la notion de recherche-action. Enfin, comment elle vient en appui de l'innovation. Oui, alors, il y a plusieurs façons d'aborder cette question. Sur la question de est-ce que les enseignants-chercheurs lisent beaucoup d'articles en recherche sur l'éducation? Donc, je suis enseignant-chercheur. La réponse est non. Voilà. Est-ce qu'ils sont encouragés à lire beaucoup d'articles de recherche? Ils n'ont pas le temps. Et c'est pas très valorisé dans la carrière. Donc, si on veut que l'enseignement soit guidé par la recherche, il faut réussir à motiver les enseignants-chercheurs à lire. Une façon qu'on a commencé à tester à l'Université Paris-Saclay, c'est de créer un accord, un partenariat avec des chercheurs des sciences de l'éduc, donc des Canadiens en l'occurrence de Montréal, et de proposer à des équipes enseignantes volontaires de faire de la recherche-action sur leur enseignement. Donc la recherche-action, c'est essayer d'avoir une démarche de recherche, donc ça parle aux enseignants-chercheurs, mais sur leurs enseignements. Et pour ça, il faut comprendre ce que c'est qu'un article des sciences de l'éduc. Il faut déjà comprendre la méthodologie des sciences de l'éduc, qui est différente de celle de recherche en physique, par exemple. Et par le biais de ce partenariat, on a réussi, enfin quand je dis on, moi j'étais côté équipe, pas côté organisateur, mais donc ils ont réussi à motiver et amener une quarantaine d'équipes d'enseignantes à se poser des questions sur c'est quoi l'engagement, c'est quoi la motivation, c'est quoi la réussite, et à produire de la recherche, une petite recherche, mais une recherche néanmoins, qui est et de produire des articles, des participations à des conférences. Et ça, c'est des choses qui nous parlent, à nous, enseignants-chercheurs. Et donc, c'est une façon, il y en a d'autres évidemment, mais d'introduire aux enseignants ce que c'est que les sciences de l'éduc. Et pour l'instant, ça marche bien, donc on est assez content. C'est une façon de faire. Merci. Donc, autre exemple, alors là, venant d'un service d'appui, d'une personne qui a vraiment l'approche par les services d'appui, et non pas par les enseignants eux-mêmes, sur la manière dont le métier de personnel d'appui, alors on voit d'ailleurs de plus en plus actuellement notamment des ingénieurs pédagogiques qui font des thèses, on a aussi des revues, je pense à la revue Études et pédagogies que l'Université de Bordeaux a lancée, mais qui est beaucoup soutenue par des services d'appui et qui est justement faite pour mettre en avant des publications, mais venant de praticiens et pas forcément de chercheurs de sciences de l'éducation et de la formation. Donc voilà, donc c'est une tendance quand même, on voit que ça irrigue quand même le métier. Donc de ce point de vue-là, Marion, ton point de vue d'ingénieur pédagogique par rapport à ça. Oui, du coup, je vais rassurer Frédéric parce que c'est un des boulots des ingénieurs pédagogiques que de faire une veille sur les données de la recherche et d'arriver à les diffuser auprès des enseignants. Avec la question de la transférabilité d'une expérimentation ou d'une recherche qui a été faite dans un certain contexte
et qu'on voudrait arriver à transférer, à appliquer dans un contexte qui peut être différent. Mais voilà, un des axes de travail des ingénieurs pédagogiques, c'est d'arriver à faire cette diffusion des nouveautés issues de la recherche. Et pour arriver à faire ça, les réseaux professionnels sont importants pour nous. Donc il y a le réseau de l'accompagnement pédagogique du BFC qui nous permet d'échanger, de diffuser des ressources, des articles que l'on peut trouver, qu'on est en train de structurer d'ailleurs, mais tout un tas d'autres réseaux professionnels aussi qui permettent de faire ce lien entre les chercheurs en éducation, les colloques, les séminaires qui peuvent avoir lieu sur ces thèmes-là et l'application finalement dans nos établissements. Un autre point important, il me semble, sur les ingénieurs pédagogiques ou les conseillers pédagogiques, c'est la diversité de leur profil. On vient souvent de différentes carrières auparavant. On a donc des habitudes de travail et des thèmes de prédilection qui sont variés. Et ça fait la richesse, en fait, de ces réseaux et du travail que l'on peut apporter pour utiliser ces éléments qui proviennent de la recherche. Et puis, Frédéric et Luc en ont parlé. C'est vrai qu'on voit de plus en plus de publications qui permettent de mettre en avant des pratiques, des expérimentations qui ont été faites et qui facilitent aussi le transfert, l'irrigation par la recherche des pratiques des enseignants. Merci. Donc, je continue le tour de table, donc avec de nouveau un témoignage qui vient de la manière dont, là encore, sur le projet Écrit Plus, comment ce lien avec la recherche. Alors, pourquoi on est venu aussi à ça? Parce que dans les appels à projets, on a parlé des MOS et des NCU, cette dimension recherche est présente, c'est-à-dire qu'elle est demandée dans les partenariats et donc qu'il y ait des liens avec les laboratoires. Alors, donc, il y a souvent soit des thèses, soit des postdocs, soit des chercheurs qui sont associés à ces projets d'une façon ou d'une autre, de manière plus ou moins centrale. Donc dans le NCU, en tout cas Écrit Plus, c'est le cas. Donc voilà. Donc comment ça a été, comment ça prend forme en tout cas pour votre NCU? Alors, Écrit Plus a, dans son appel à projet, tout ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'on a à la fois des labos associés, essentiellement en linguistique, en didactique des langues, mais également en informatique. On finance le projet Écrit Plus finance des doctorats et des postdoctorats. Alors, je ne vais pas vous parler de ce qu'Écrit Plus fait avec la linguistique et la didactique des langues, c'est un peu trop facile et un peu trop évident. En revanche, pour la construction des questions que vous allez rencontrer tout au sein de votre pratique sur les différents outils du dispositif, vous allez rencontrer donc des questions qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'appuient sur des erreurs constatées dans des écrits d'étudiants, mais également sont validées par la psychométrie, puisque donc on travaille avec l'université Rennes 2, qui est un des partenaires historiques du projet, avec un docteur en psychométrie qui donc analyse ces questions après leur création, bien sûr, avant qu'elles ne soient implémentées dans la plateforme, et qui va évaluer et valider que la question est bien dans la bonne compétence et au bon niveau qu'on souhaite évaluer. Et si ce n'est pas le cas, on la change de place tout simplement, ou on la fait évoluer pour qu'elle soit bien à sa place. On a d'ailleurs financé au démarrage du projet une thèse en psychométrie qui est allée vérifier tout ça et qui a conclu qu'on n'était pas trop à côté de la plaque, ça va. Même si ça peut nous arriver de faire bouger les choses quand même. Et on a donc je voulais juste vous donner un second exemple de ce que fait la recherche pour Écrit Plus, qui à la fois s'en nourrit et l'alimente. On a créé dans le cadre d'Écrit Plus des micro-ressources qui sont des petites capsules de formation qui viennent compléter les différents outils de formation et d'évaluation, qui sont sur un mode un peu ludique et qui s'inspirent en partie des expériences d'étudiants qu'on récolte, dont je vous ai parlé lors d'une précédente question. Et normalement, ces capsules-là étaient prévues pour venir vraiment en complément de l'évaluation et de la formation. Et on a une postdoctorante qui, à l'époque, était à Nice et qui a mené une étude en fait sur l'utilisation de ces micro-ressources en tant que ressources propres de formation. C'est-à-dire qu'un enseignant, dans son enseignement de français ou dans l'enseignement dans lequel il incite les étudiants à développer leurs compétences en français écrit,
utilise ces micro-ressources-là comme un objet à part entière de formation. Et il semblerait que le côté, alors peut-être grâce au côté ludique, pour l'instant on n'en est pas à ce degré de finesse-là, mais il semble qu'en fait les résultats soient plutôt prometteurs et intéressants et nous permettent en fait de valoriser ces micro-ressources en tant que ressources propres de formation, sans forcément les corréler à une évaluation ou à un test. Voilà. Bien, merci beaucoup. Émile, je ne sais pas si tu voulais par rapport à, alors je pense que c'est lié aussi au projet d'Open Lab, là, sur les posters, là où les mini-conférences. Non. Alors, oui, c'est juste effectivement la partie innovation pédagogique. Il faut aussi que et c'est le cas ici, que la recherche s'en empare, mais il faut aussi que les chercheurs interagissent avec les étudiants. En fait, être étudiant, ça s'apprend, mais être chercheur aussi. Et donc, voilà, on a des exemples de mise un peu de scénarisation un peu de ce qu'on vit, ce que vivent les enseignants-chercheurs au quotidien, de conférences, de sélection de posters, de mini-conférences. Et voilà, un des buts est d'emmener les étudiants vers ces essais, de voir un peu ce qui est le quotidien des enseignants-chercheurs sur la partie recherche et présentation de leurs travaux. Merci. Voilà, donc ce qu'on vous propose, c'est avant de passer de vous passer la parole pour les échanges et les questions, c'était de faire juste en quelques mots, demander aux 4 intervenants juste de répondre à la question, pour conclure, bien sûr, sur peut-on encore innover en pédagogie. Alors bon, pas avec une réponse binaire oui/non, en donnant un petit peu plus, mais voilà, c'était juste pour faire un peu la transition, et puis ensuite on regardera à la fois les questions que vous avez déposées en ligne, et puis bien sûr un micro qui va passer dans la salle pour qu'on puisse échanger avec vous. Donc Marion, on va commencer. Alors peut-on encore innover dans l'enseignement supérieur ? J'espère vraiment que oui, parce que sans la possibilité d'innover, j'ai plus de boulot. Et on est plusieurs là à ne plus avoir de travail. Donc oui. Et puis, alors plus sérieusement, évidemment, c'est de l'amélioration continue. En fait, l'enseignement, les enseignants, ils ont à cœur de faire toujours plus et mieux, et donc d'améliorer leurs enseignements, et donc d'innover. Oui. Donc tu as tout dit. J'ai plus rien à dire. Si, comme indice, à défaut d'être une preuve de ce qu'on peut faire en termes d'innovation pédagogique, ce que je n'ai pas dit juste avant et délibérément, c'est que les travaux d'Yvonique Noël, qui est donc docteur en psychométrie à l'Université Rennes 2, ont conduit, grâce au travail qu'il a mené avec Écrit+, sur Écrit+, ont conduit à la création de la nouvelle formule de la certification PICS, qui part maintenant qui partira d'un profil vierge, c'est-à-dire sans avoir eu besoin d'avoir auparavant acquis un profil d'apprentissage, et qui part du principe que par inférence, si on possède ou si on a telle compétence, et bien par inférence, on a aussi telle et telle autre. Et ce qui suppose qu'en fait, qu'on n'ait plus besoin nécessairement de constituer un profil d'apprentissage. Bon, ça c'est possible chez PICS. Chez Écrit+, on n'en est pas encore là, de loin, pas du tout. Ça demande sans doute encore un changement de paradigme un peu trop important dans notre milieu. Donc, comme toi, je dirais que oui, c'est plus que d'innovation, j'aurais envie de parler d'adaptation et d'amélioration continue finalement. Voilà. De même, heureusement, l'innovation est encore possible dans l'enseignement supérieur, ne serait-ce que pour que tout le monde continue à avoir du plaisir à enseigner, à former. Et aussi, je rejoins le côté amélioration continue. On a un public qui évolue certainement plus vite que les enseignants-chercheurs. Et donc, ça nous force, et c'est pas plus mal, de nous adapter en continu et d'avoir cet asservissement, ce contrôle. Voilà. Oh oui, on est loin d'être parfait. On doit pouvoir s'améliorer encore. D'accord. Bien, bon, c'est une conclusion en 2 mots.
Voilà, écoutez, on a essayé de donner un certain nombre déjà de pistes. Enfin, il ne s'agissait pas évidemment de répondre de manière exhaustive à la question, mais en tout cas d'amorcer un débat. Donc, la parole est au temps d'échange. Donc, je ne sais pas s'il y a déjà des questions. Alors, je n'ai pas de visibilité sur effectivement l'outil en ligne. D'accord. Donc, dans ces cas-là, on peut passer peut-être le micro à... Voilà. On peut commencer par les questions qui étaient en ligne, et puis ensuite, l'échange est complètement ouvert. Donc, n'hésitez pas à Donc, la première question est la suivante. Quels sont, selon vous, les éléments indispensables, ou tout du moins nécessaires, pour déployer une démarche d'innovation durable en majuscule, dans l'enseignement supérieur? Alors, donc, c'est durable entendu au sens très large qui comprend la question de l'environnement, etc. Enfin, ou c'est... Oui, voilà. C'est peut-être bien qu'on ait que peut-être dans le temps. C'est plutôt la durabilité dans le temps. Là, très bien. Parce que comme le mot durable, là aussi, peut être à plusieurs significations. Mais voilà. Alors, pour une démarche d'innovation durable, il me semble que le soutien des directions des établissements est nécessaire pour mettre en place les conditions d'une innovation, de différentes innovations, de faire perdurer les innovations dans l'établissement. Et ce soutien des directions, c'est la mise à disposition de moyens, que ce soit des ressources humaines, des ingénieurs pédagogiques par exemple, mais aussi des personnes qui soient capables par exemple à la DSI, aux directions des systèmes informatiques, de réfléchir aux nouveaux dispositifs qui pourraient être mis en place, mais aussi à la vie étudiante pour adapter éventuellement les emplois du temps. C'est ces ressources humaines, et puis c'est aussi évidemment des ressources financières, parce que innover, ça peut demander l'achat de matériel ou de licences informatiques si ce sont des produits numériques qui sont nécessaires pour expérimenter et puis éventuellement diffuser en utilisant ces outils qui peuvent être décriés parce qu'il faut s'y adapter et ils évoluent très rapidement, mais qui permettent aussi parfois des possibilités qui n'étaient pas existantes auparavant. Donc je pense que un des premiers points, c'est le soutien des établissements sous ces formes-là. Tout à fait d'accord avec toi, encore. Moi, je constate que la qualité des relations humaines au sein d'un dispositif, au sein d'un gros collectif, et en effet le soutien des gouvernances. Alors évidemment, je passe sur l'aspect, tout ce qui est technique, etc., est absolument indispensable, bien sûr, mais pour que ce soit durable dans le temps, c'est vraiment une bonne qualité relationnelle et une bonne qualité de communication pour faire connaître en fait les dispositifs, que ce soit localement ou au-delà des établissements, bien sûr. Que vous pouvez aussi réagir dans la salle. Enfin, c'est-à-dire que l'idée, c'est évidemment qu'on part de la table ronde, mais que si certains veulent aussi donner des témoignages qui sont liés à la façon dont ils ont peut-être pu gérer ces questions, n'hésitez pas à compléter les réponses de nos intervenants. Enfin, voilà, c'est pas juste entre la salle et les intervenants. Il y avait une deuxième question, c'est ça? Donc, et une troisième, d'accord. Donc, je vais en faire deux en une. Il y avait une question spécifique pour Alexandra, savoir est-ce que et comment un établissement peut prendre part aujourd'hui au projet Écrit Plus? Eh bien, venez me parler. et là. On en cause plus tard. C'est dans la salle ou c'est en vrai à distance? Eh bien, venez me parler après. Et je poursuis. Retente. Et une deuxième générique qui s'adresse à tout le monde. Pour chacun et chacune d'entre vous, où et comment peut-on voir vos innovations pédagogiques? Est-ce qu'il y a des sites web, des publications, des posters ou autres?
Alors, à l'Institut Agro-Dijon, on a pas mal d'innovations pédagogiques qui vont être présentées dans les jours qui viennent. Donc, il y a 2 posters et une participation à la table ronde sur les résidences. Et voilà, donc nous sommes 2 aujourd'hui de l'Institut Agro-Dijon à être présentes. On est 3, pardon, excusez-moi. 3. 2 Marion. Et puis Annabelle, qui est enseignante-chercheuse et qui participera à la présentation tout à l'heure des posters. Voilà, donc, et puis n'hésitez pas à venir voir. Alors, pour la publication et l'essaimage général, nous travaillons sur la communication de ce que l'on fait dans l'établissement. Ça viendra bientôt. Mais actuellement, il faut rentrer en contact avec nous. Et sur Hercule, peut-être, est-ce qu'il y a... oui, peut-être Par contre, sur le projet Hercule, le démo ES, il y a un site internet sur lequel vous trouverez les informations et l'état d'avancement des différents travaux en tapant dans un moteur de recherche Hercule et démo ES. Et sinon, vous allez tomber sur tout un tas d'illustrations de jeunes hommes bodybuildés. Démo ES, c'est démo ES avec ES, c'est pour enseignement supérieur. ES. Voilà. Ce projet-là, il s'intéresse au numérique dans l'enseignement supérieur, agronomique et vétérinaire. Donc, ce n'est pas que le tout petit bout dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais c'est vraiment tous les aspects du numérique dans l'enseignement supérieur, agronomique et vétérinaire. Alors, ça doit être transférable dans d'autres circonstances également. Oui, parce que comme son nom ne l'indique pas, il y a les 12 travaux. Oui. C'est ça, en fait, il a été décliné en 12... Hercule, parce que quand il a été construit, le porteur s'est aperçu qu'il y avait 12 travaux, d'où le nom, finalement, on n'a pas été chercher beaucoup plus loin. Voilà. Alors, pour écrire plus de façon instantanée, je suis là pendant 3 jours. J'ai le plus gros poster de tous. Malgré moi, en taille. J'ai pas fait exprès. Et il se trouve qu'il est 2 fois plus gros que les autres, donc on ne peut pas le louper. Et j'ai aussi un speed dating. Et sinon, on a également un site écrit plus ecriplus.fr sur lequel vous trouvez les informations. C'est le site vitrine, donc vous allez trouver les informations. Vous allez trouver à l'onglet Actu voilà, un format de blog de ce qu'on fait aussi. Écrit Plus a un compte sur LinkedIn et communique assez régulièrement. Écrit Plus a un compte sur X et communique un peu moins régulièrement. Voilà. Et sinon, si vous cherchez Écrit Plus simplement sur Google, vous trouvez, enfin dans un moteur de recherche, il y a beaucoup de ressources il y a beaucoup de ressources pédagogiques. Voilà. On a un certain nombre de ressources pédagogiques en lien avec le projet, mais auxquelles vous accédez par le site vitrine en fait, écritplus.fr. On a également pas mal de communication sur AL. Finalement, si vous cherchez Écrit Plus sur AL, vous allez trouver un certain nombre de choses qui ont été produites, enfin un certain nombre d'écrits qui ont été produits par les chercheurs et les doctorants, postdoctorants du projet. Voilà. Oui, il y a beaucoup de choses en ligne, en tout cas. Pas mal de choses en ligne. Et qui sont exploitables d'ailleurs tout de suite avec vos étudiants. Enfin, je le précise. Alors pour la partie Open Lab, le nouvel Open Lab du Learning Centre, comme il est en cours d'ouverture, on pense l'ouvrir aux étudiants, peut-être pas en septembre, mais en janvier 2025. Pour l'instant, et là c'est un exemple de type de relation avec la partie technique ou le soutien des fois de l'établissement, on a un site web qui pour l'instant n'est visible que depuis le réseau de l'université, mais on ne désespère pas de pouvoir un jour le diffuser à la terre entière. Qui regroupera en fait tous les objets virtuels ou toutes les modélisations qui seront à la fois produites dans la partie Fab Lab et ce qui sera utilisé, toute la matière qui sera utilisée dans la partie immersion, réalité virtuelle et autres. Voilà. Et j'ai le petit fascicule qu'ont fait mes étudiants lors de l'accident. J'ai l'unique exemplaire qui me reste, donc je le garde, mais vous pouvez venir le voir avec plaisir pendant les 3 jours. Donc, je fais partie de l'équipe La Physique Autrement avec Julien Bobroff et on prend à cœur le conseil de Marion qui est de parler de ce qu'on fait. Donc on a un site web, vulgarisation.fr, où vous avez accès à toutes nos productions.
Donc il y a toute une partie qui est sur des actions de vulgarisation, mais il y a aussi une description de tous les enseignements qu'on a testés, les articles qu'on a pu écrire, et puis tous les supports qu'on met librement à disposition pour les enseignants qui voudraient tester. Donc notamment, si vous voulez trouver les 61 façons de mesurer la hauteur d'un bâtiment avec un smartphone, vous pourrez trouver ça assez facilement sur ce site. Et c'est une communauté d'enseignants-chercheurs ou plus largement, ça touche aussi des collègues du scolaire? Alors, nous, on est une équipe d'enseignants-chercheurs. D'enseignants-chercheurs. Ouais, on est deux, quoi, en gros. Mais on a travaillé avec des collègues de... Ça fait une équipe de... mais on a travaillé... sur certains projets, on a travaillé avec des collègues de lycée, justement, pour développer certains supports. Donc, certains supports sont adaptés au lycée. Mais sinon, c'est vrai que notre cœur de cible, c'est plutôt jeunes adultes supérieurs pour la partie enseignement. Pour la partie vulgarisation, on vise plus large. Voilà. Vulgarisation.fr, en toute modestie. Il était libre, on s'est dépêché de l'acheter. C'est ça, donc maintenant il va être très demandé. C'est vrai que c'est, comme son nom ne l'indique pas. Voilà, je ne sais pas s'il y avait... C'était pour les questions en ligne, est-ce qu'il y en avait encore une aussi? C'est bon? Donc on a encore du temps pour des échanges directs avec la salle. Oui, je vois. Oui, tout en haut. Bonjour, merci pour ces présentations. Je pense que je vais venir voir certains d'entre vous tout à l'heure. Moi, je vais peut-être un petit peu décaler le regard et peut-être avoir votre avis sur une question. J'ai l'impression, mais j'en suis pas sûre, c'est qu'une impression qu'on a peut-être une accélération de l'innovation pédagogique liée à nombreux phénomènes. Et on peut se poser la question de la substitution ou de la complémentarité de ces innovations pédagogiques avec des pratiques, on va dire, plus traditionnelles d'enseignement. Et du coup, moi, je me demandais, mais à votre avis, finalement, quelles seraient les pratiques qui sont des pratiques qui restent indispensables dans l'enseignement supérieur? Vaste question. Je ne sais pas, parce que voilà, c'est... Bon, je pense que chacun répond oui par rapport, encore une fois, à son point de vue relatif, étant donné que c'est difficile de généraliser, je pense, par rapport à ce type de questions. Ouais. Il y a avis personnel sur la question. À mon avis, il n'y a pas une pratique qui est à bannir et il n'y a pas toutes les pratiques à mettre en œuvre. Ça dépend vraiment du contexte, ça dépend des objectifs pédagogiques, ça dépend du public auquel on a affaire. Et même si les CM, par exemple, les cours magistraux ont été beaucoup discutés, décriés, il y a des moments où un CM, c'est très bien pour faire ce qu'on a à faire. Je pense qu'il faut que plutôt c'est la diversité des activités pédagogiques qu'on peut proposer à des étudiants qui vont faire que chaque étudiant va pouvoir y trouver un sens et une activité qui lui convient et qui lui permet de développer ses compétences. C'est rare d'entendre une ingénieure pédagogique dire que le CM transmissif est toujours quelque chose d'actualité. Donc je tiens à le souligner quand même. Voilà, je me permets juste une parenthèse. Il y a eu un numéro de la revue DMS qui était sur le cours magistral Est-il mort? Alors il date, je crois, de 2017. C'est Laurent Petit qui l'avait. J'ai vu que Laurent intervenait jeudi. Qui l'avait coordonné, mais qui est vraiment très intéressant à lire pour dire qu'effectivement, c'est pas un format, qu'il n'y a pas que la pédagogie active qui... Voilà. Peut-être un élément d'explication à ça, c'est que j'étais enseignante, moi, avant. Voilà. J'aurais la même réponse que toi, encore une fois, parce que alors je peux vous parler que de ce que je vois, en fait, dans le collectif Écrit Plus. Il y a à peu près autant de pratiques qu'il y a d'intervenants, qu'il y a d'enseignants, qu'il y a d'ingénieurs pédagogiques qui s'emparent du dispositif, parce que Écrit Plus, ça n'est pas, et ça n'a pas vocation à être un outil clé en main où on vous dit, tiens, Écrit Plus, c'est comme ça s'utilise comme ça et pas autrement. Non, Écrit Plus, c'est un panier dans lequel il y a tout un tas de trucs, dans lequel vous allez piocher pour fabriquer la formation ou la réponse à vos étudiants
qui vous convient à vous et qui convient aux besoins et qui répond aux besoins de vos étudiants selon votre discipline, selon ce que souhaite mettre en place votre établissement, etc., etc. Donc c'est, comme toi, je dirais, nous ce qu'on constate, c'est qu'il y a à peu près autant de pratiques que d'établissements au moins, mais parfois même que d'utilisateurs dans un établissement. Quand je parle d'utilisateurs dans un établissement, j'entends bien sûr enseignants et ingénieurs pédagogiques. S'il y avait d'autres réactions, peut-être par rapport à une approche disciplinaire éventuellement. Je ne sais pas si on parlait de la physique tout à l'heure. Est-ce que ça te semble aussi une façon de répondre peut-être Oui, il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est projet et physique expérimentale, donc je suis assez proche de ce que tu peux faire, parce que mes objectifs sont centrés là-dessus. Mais à un moment ou à un autre, il faut quand même que les étudiants apprennent ce que c'est que la mécanique. Et il faut garder des cours où les étudiants apprennent des choses. Peut-être qu'on peut essayer de les rendre un peu plus actifs, même en grande séance, et vérifier que les étudiants entendent quand on parle. Mais je reconnais assez dans la question de diversité des approches et de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Oui, Camille. Oui, justement, sur la partie projet, c'est pas mal de casser le rythme et de reprendre un peu, de resynchroniser les étudiants grâce à des cours magistraux, mais on va dire un peu adaptés. Et, on va faire une sorte de remédiation, on va aller collecter en amont les questions et préparer ce cours pour en faire profiter la totalité des étudiants, les questions qu'ils n'auraient pas osé poser et ça permet, plutôt que de le mettre d'abord en amont, et puis c'est la parole sacrée, et puis après en découle le reste, c'est pas mal justement de la diversité aussi, de changer un peu et de l'intercaler dans des choses très pratiques. Alors ça demande effectivement de bien connaître son groupe et de bien préparer aussi ses interventions. Merci. Est-ce que une autre question? Je vois devant... Oui, je me demandais tout à l'heure sur la remarque sur l'impact de la recherche. La semaine dernière, j'étais à un congrès, je suis opticien, physicien opticien, et congrès de l'optique, il y a des sessions maintenant de pédagogie qui se mélangent avec les sessions de la recherche. Finalement, c'est des activités de pédagogie qui vont rencontrer un environnement qui est plutôt dédié uniquement en recherche. Est-ce que ça, c'est pas une des clés pour que les chercheurs, enseignants-chercheurs se préoccupent de leur pratique dans leur discipline, que de mélanger un petit peu les genres? Il y a même des sessions industrielles avec les pratiques pédagogiques. Et je ne sais pas si dans les autres disciplines, ça se voit beaucoup. L'optique, c'est une pratique très expérimentale et ainsi de suite. On a vu des sessions polytechniques qui montrent leur manip d'optique quantique qui se pilote en ligne et ainsi de suite. Des aspects très techniques, mais aussi des aspects de transformation des pratiques, comment enseigner différemment et ainsi de suite. Et ça s'est mélangé et je pense que ça a beaucoup évolué ces dernières années dans mon domaine, mais je pense que ça commence à se voir aussi dans beaucoup d'autres disciplines, depuis très longtemps en santé et en médecine, évidemment. Mais je pense que ça se diffuse. Je ne sais pas si vous avez une réaction par rapport à ça. Oui, effectivement, il y a de plus en plus de revues aussi qui paraissent de pédagogie appliquée à une discipline. Et c'est effectivement, comme vous l'avez souligné, un moyen de mettre en contact la recherche en pédagogie et la recherche dans les différentes disciplines. D'accord. Il y a peut-être une réaction aussi que je ferai, il y a aussi alors je ne sais pas si c'est un métier ou si c'est une compétence supplémentaire des ingénieurs pédagogiques, ou qu'il l'est déjà, parce que d'après ce que disait Marion, je pense que c'est déjà présent. Le fait de parler de passeurs ou de brokers en éducation, c'est vrai qu'il y a un DU de l'Institut français d'éducation à Lyon qui a un DU, ce passeur en éducation, qui est typiquement des personnes qui sont un peu des courtiers, qui font cet intermédiaire entre le terrain et la recherche, ou entre les praticiens et les chercheurs. Et voilà. Alors après, toute la question, c'est est-ce que c'est un métier nouveau, ou est-ce que c'est une compétence supplémentaire d'un métier existant, de l'ingénierie pédagogique notamment, ou des ingénieurs de recherche. Ça reste encore peut-être une question ouverte, mais en tout cas, il y a toute une littérature qui existe sur passeurs, brokers en éducation, qui va dans le sens de ta question.
Frédéric ? Oui, c'est vrai que la notion de passeur en éducation est là. On voit par exemple à l'Université de Franche-Comté, on forme des brokers, mais qui sont surtout tournés vers le SCO. Et en fait, il y a beaucoup de recherches pratiques, de liens chercheurs-praticiens qui sont faites sur le SCO, mais peu sur le SUP, si je peux me permettre. Et c'est vrai que on est toujours de la recherche en éducation. Quand on parle de numérique éducatif, souvent on regarde le SCO. Le numérique éducatif, ça va de la maternelle au supérieur, quoi, évidemment, étant c'est quelque chose. Oui. Non, mais c'est vrai qu'on a toujours tendance, et il faudrait qu'on arrive effectivement, parce qu'on a parlé de la recherche en éducation et on parle toujours des sciences de l'éducation. Alors certes, les sciences de l'éducation sont très importantes, évidemment, mais ce ne sont pas les seules à s'intéresser à l'éducation. Et en fait, et aujourd'hui, on voit émerger, et peut-être que c'est aussi des choses sur lesquelles on peut s'appuyer, que même le CNRS crée son propre réseau, et j'ai vu passer Lucie tout à l'heure, qui est impliquée, entre autres, le réseau thématique et éducation, avec un certain nombre d'axes, etc., et dont un qui est le lien, alors je ne sais plus comment il s'appelle exactement, mais c'est chercheur-praticien. Et ça, c'est extrêmement important, avec des accents versaux, etc. Enfin, tout le monde peut s'y retrouver. Et en fait, moi, à mon échelle pas de rythme, mais de la composante que je dirige, je me bats pour que les gens travaillent ensemble, en pluridisciplinarité, etc. Et je pense qu'on a à s'enrichir de ça, parce que effectivement, il y a les ingénieurs pédagogiques, les conseillers pédagogiques, dont c'est le rôle de nous accompagner en tant qu'enseignants. Mais par ailleurs, derrière, c'est vrai que après, si on veut publier nos travaux, si on veut valoriser, en fait, publier ou valoriser d'une manière ou d'une autre, il faut qu'il y ait une dynamique qui se fasse. Alors cette dynamique, elle peut exister au sein des physiciens, au sein d'autres, mais il faut quand même qu'il y ait des gens pour les accompagner. Alors on va les chercher au Canada. Peut-être qu'il y en a aussi qui existent en France. Non, mais c'est vrai que ces dynamiques, elle a créé ici, quoi, en fait. Et plutôt que chacun reste sur son précaré, les cognitivistes d'un côté, les sciences de l'éduc de l'autre, etc. Je fais exprès de caricaturer pour les provoquer, parce que j'en suis pas. Mais ce que je veux dire, c'est vrai que quand on arrive à mettre tous ces gens ensemble, on fait des super trucs, vraiment des super projets, et ça se voit de plus en plus. Et je crois que dans le SUP, on devrait aussi de s'inspirer de ce qui se fait dans le SCO pour analyser et valoriser un peu mieux ce qu'on fait. Et puis, je me permets... non, mais je vais arrêter là, parce que sinon, je ne vais pas m'arrêter. Je vais suggérer qu'on crée une direction du numérique éducatif au ministère. C'est ça que tu veux dire? Oui, je vois qu'il y a une question. Oui. Si vous vouliez réagir, évidemment... C'est bon là, du coup, ok. Moi, j'avais une question à poser à Frédéric Bouquet. Donc, vous avez été accompagné par des chercheurs en sciences de l'éducation. Je crois que vous avez été accompagné par Marine Moyon aussi. Oui. Ouais. Est-ce que cet accompagnement, cette recherche-action, elle dure encore, ou est-ce qu'elle est terminée? Et qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce que vous dites, tiens, ça a fait bouger quoi chez moi, finalement, chez moi et dans mon organisation? Alors, ma réponse va être un peu biaisée. Donc les chercheurs, c'est les chercheurs québécois de l'UQAM, donc de l'Université au Québec de Montréal, qui ont créé ce partenariat et qui sont loin. Donc ils ont du mal à nous suivre. Donc quand je dis nous, c'est des équipes d'enseignants et qui étaient intéressés par cette pratique, par mener une action de recherche sur ces enseignements. Et donc, ce qui a été fait, ça a été d'embaucher des post-docs issus des sciences de l'éducation, donc des neurosciences en l'occurrence pour Marine, donc Marine Moyon qui a été embauchée et qui, pour le coup, était en France et qui assurait le suivi au jour le jour des équipes locales et qui faisait le lien avec les chercheurs de l'UQAM qui pouvaient quand même pas dédier un temps énorme par rapport à il y avait une quarantaine d'équipes d'enseignants. Donc ça, c'était pour répondre à qui était Marine. Alors maintenant, la question, c'est qu'est-ce que ça a changé pour moi? C'était ça. D'abord, découvrir
une nouvelle méthode de recherche. C'est-à-dire que moi, je viens de la physique expérimentale, et un truc tout bête, mais je ne décris pas ce que c'est qu'un électron quand j'écris un article sur la supraconductivité, par exemple. Un électron, c'est un électron, point. Par contre, si je veux écrire un article sur l'engagement des étudiants, je me suis rendu compte qu'il fallait que je prenne le temps d'écrire ce que c'était, dans quel sens je prenais ce mot-là. Enfin, il y a toute une méthodologie qui est peut-être évidente pour pas mal d'entre vous, ceux qui viennent de ce monde-là, mais qui est vraiment loin d'être évidente pour ceux qui sont passés par un autre moule. Et faire ce travail de vulgarisation de ce que sont les sciences de l'éduc pour des gens qui ne sont pas... Alors, sciences de l'éduc au sens très large, je ne suis pas du tout cognitiviste et autres trucs, pour moi c'est un gros paquet. Voilà. Mais être capable, et c'est le boulot qu'a fait Marine, de vulgariser cette approche et de nous permettre, déjà, ne serait-ce que de lire les articles, parce qu'on comprend mieux un peu la construction, on comprend mieux pourquoi ces gens-là prennent un temps fou à réexpliquer ce que c'est que la motivation. Par exemple, et ça permet justement de s'intéresser à ce domaine et puis de mettre un petit pied dedans dans cette recherche-là. Alors, soyons honnêtes, la recherche qu'on produit en tant que praticien n'est pas forcément une recherche qui va aller très loin par rapport à ce que pourraient faire des spécialistes. Parce que, il y a quand même une différence entre des gens qui ont passé toute leur vie à travailler une méthodologie, voilà, quoi, et à des débutants néophytes, on va dire. Mais ça permet déjà de discuter, de dialoguer, de se poser des questions, et puis de progresser un petit peu. Voilà. Merci. Et je crois que cet effort de pédagogie, je rebondis parce qu'au ministère, dans le cercle des conseillers, on a un collègue qui est en écologie qui nous a dit exactement la même chose. Il m'a dit, moi, les articles en sciences de l'éduc, je comprends rien. Et non, mais c'est vrai, il l'a vraiment dit comme ça. Et je pense que ça fait partie peut-être des enjeux aussi sur lesquels il y a peut-être une marge de progression. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, c'est pas péjoratif, mais c'est exactement le même retour que fait Frédéric, sur le fait qu'il n'arrive pas à rentrer dans la logique qui est ceux des chercheurs en sciences d'éducation et de la formation. Alors, pour ma défense, je peux vous donner des articles en physique quantique qui sont on assez comprendra rudes. Rien. Oui, dans le sens inverse, forcément, on ne comprendra rien non plus. Oui, ça, c'est sûr. Et je me permets de faire une petite page de publicité, puisqu'on parle de valoriser les recherches ou les expérimentations pédagogiques qui sont menées, quel que soit le champ disciplinaire. Rythme organise avec l'ADME, qui est représenté ici par Cathy Perret, en décembre, une résidence de rédaction, c'est-à-dire un temps où vous pouvez venir en immersion pour réfléchir à un projet d'article autour de votre pratique pédagogique ou de vos innovations pédagogiques, notamment pour les projets soutenus par Rythme, et aussi une aide pour cibler les revues auxquelles vous pouvez les soumettre. Voilà. Et ce sera en décembre. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à revenir vers nous. Ça a l'air vachement bien. Je peux peut-être faire le lien avec un autre atelier qui a été proposé aussi par Cathy Perret et puis avec qui vous pourrez échanger puisqu'elle propose aussi un atelier en fin de journée dans le cadre des dispositifs Rythme autour de l'évaluation, puisque là aussi, alors on n'est pas dans la démarche recherche complète, mais c'est une introduction quand même finalement, avec un accompagnement des porteurs-porteuses de projets autour de l'évaluation des dispositifs qui ont été mis en place. Donc ça, c'est un atelier qui a déjà eu lieu. Et vous pourrez le tester sous forme de mini-atelier un petit peu différent. Mais enfin voilà, là, ce n'est qu'un teaser aussi. Donc en fin de journée avec Cathy Perret. Si tu veux en parler, Cathy, ou sinon oui. On s'arrête au teaser. Voilà. Bon, je ne sais pas si on a... Comment il est 15h30, ça dépend maintenant pour l'organisation. Est-ce qu'on a encore le temps? Il est 28, il reste 2 minutes. Pardon, alors c'est l'horaire. Oui, ça avance un peu là-bas. Autant pour moi. Donc il y a une... Il y a d'ailleurs un terme qu'on n'a pas utilisé là dans les échanges, c'est le SOTL. Enfin, c'est vrai que le Scholarship of Teaching and Learning, qui vient effectivement plutôt des collègues québécois et canadiens, qui est typiquement sur ça, sur la réflexivité sur notre pratique pédagogique et sur la manière de notamment passer d'enseignant praticien à enseignant qui va publier sur sa pratique, et ça rejoint l'atelier qu'évoquait Pascaline.
Est-ce qu'il y a encore une question? Ou est-ce que... Bon, écoutez, merci à tous. Et puis donc, on peut continuer donc à échanger dans la suite du colloque. Et alors, avant de tous sortir, j'ai quelques informations pratiques, logistiques à vous transmettre avant la suite. On peut remercier avant tout les intervenants.